Donc, bienvenue sur ce webinaire intitulé Développer votre chatbot avec BotKit et JavaScript Node.js. Donc, il est organisé par les éditions ENI. On est le premier éditeur de livres et de vidéos d'informatique en français avec 10 à 15 nouvelles productions et parutions chaque mois. Aujourd'hui, le webinaire est animé par notre auteur Christophe Bouvard. Donc, ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, il y aura une trentaine de minutes d'intervention par Christophe Bouvard qui va vous donner des explications, faire des démonstrations. Et puis, l'auteur pourra répondre à toutes vos questions. Donc, vous pourrez poser vos questions dans le chat pendant toute la présentation et puis on reviendra dessus à la fin où il y aura un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à nous avertir dans le chat si vous avez des problèmes d'affichage ou de son pour qu'on puisse y remédier. Merci à tous d'être présents sur ce webinaire. Et Christophe, c'est à toi. Très bien. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le développement de chatbots. Donc je me présenterai un petit peu plus tard. En tout cas, je voulais vous accueillir chaleureusement parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où c'est assez formidable car on peut très facilement créer des interfaces conversationnelles simples grâce aux technologies qui sont open source telles que BotKit et des langages qui sont maintenant bien connus dans le domaine de la programmation tels que JavaScript ou la plateforme d'exécution Node.js. Donc bienvenue et j'espère que ces quelques minutes pourront vous aiguiller vers le développement d'expériences conversationnelles dans Facebook Messenger, Slack et ainsi de suite. Je suis Christophe Bouvard, donc je suis un entrepreneur qui me suis lancé dans le domaine des chatbots et des assistants virtuels depuis quelques années. J'ai en particulier cofondé Wikit, qui est une start-up dans le domaine des chatbots pour entreprises. Donc l'objectif de Wikit, c'est de répondre aux collaborateurs dans les entreprises pour les accompagner au quotidien dans leurs problématiques telles que du support informatique ou des questions administratives. J'ai aussi créé une entreprise qui s'appelle Linkbot pour accompagner des startups et des entreprises qui veulent innover avec des preuves de concept, des prototypes de chatbots. Et enfin, dans le domaine des chatbots, un point remarquable aussi, c'est la création d'un livre avec le support des éditions ENI pour partager mes connaissances sur la création de chatbots en programmation avec JavaScript, Node.js et BotKit, qui est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Au sommaire de cet événement, je vous propose 3 sujets, 3 thématiques pour entrer progressivement dans le vif du sujet et en allant de plus en plus sur le détail. D'abord, on va parler globalement sur qu'est-ce qu'un chatbot, qu'est-ce qu'un agent conversationnel. Ensuite, on va s'attarder un peu sur BotKit, qui est l'une des technologies les plus utilisées dans le domaine JavaScript pour développer un chatbot structuré avec un framework, qui est BotKit, qui est un programme open source. Et ensuite, on va aller sur un cas d'application concret. Et là, j'ai choisi la plateforme Slack, qui est ouverte et qui permet d'ouvrir des chatbots très facilement et de proposer à des utilisateurs dans des espaces de travail de Slack de pouvoir interagir à l'écrit avec une petite intelligence artificielle qu'on verra qui sera développée avec BotKit. Alors le vocabulaire chatbot, donc c'est un terme qui est assez technique, qui est apparu il y a des années déjà de cela. En France ou dans des pays francophones, on va aussi entendre parler de notions d'agents conversationnels. On parle aussi de temps en temps, notamment dans le vocabulaire de Facebook Messenger, de messagerie automatique. En gros, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un programme informatique, donc ça reste quelque chose de défini à l'avance avec une logique conversationnelle qui est programmée par le créateur du chatbot ou le concepteur du chatbot. On parle aussi de bot en termes de synonymes. Et l'objectif de ce type de programme, c'est de proposer des fonctionnalités qui sont activées via des phrases d'utilisateurs, via du langage naturel et en gros, proposer les fonctions dans des conversations. Donc, par exemple, ça peut être, si vous souhaitez avoir des actualités,
c'est de voir les actualités qui s'affichent sous forme de bulles de messages, sous forme d'images intégrées dans une conversation, donc par exemple dans un Facebook Messenger, comme certains chatbots le font pour diffuser de l'actualité. Les chatbots, c'est pas nouveau. C'est un sujet qui a été lancé avant même la création d'Internet, qui a fêté ses 30 ans il y a peu. Dès les années 60, fin des années 60, on a le premier chatbot qui est apparu, qui était une psychologue qui s'appelait Elisa, très rapidement suivi par un deuxième chatbot qui était le patient d'Elisa, qui s'appelait Perry. On était plutôt au stade de l'expérimentation et du test d'intelligence artificielle qui sont capables d'essayer de se faire passer pour un humain dans le cadre de discussions à l'écrit. Petit à petit, les chatbots ont été testés de plus en plus sur des plateformes plus grand public, Internet est apparu, et surtout, il y a eu l'essor des messageries instantanées publiques, type Facebook, Messenger, WhatsApp, etc., qui ont permis de donner un canal privilégié et un contact avec un grand public pour pouvoir diffuser des bots, des chatbots et les généraliser dès les années 2016-2017 dans le cadre de plateformes comme Slack, Messenger et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment sur une explosion, sur un sujet qui reste quand même nouveau, même s'il a été incubé dans les années 70. On est sur quelque chose qui se démarque des applications mobiles ou des sites web qui sont mieux connus et plus anciens dans le perçu du grand public et des utilisateurs de systèmes numériques. Donc on est vraiment sur une nouvelle ère et des possibilités qui sont intéressantes pour se différencier de choses existantes, d'applications existantes. Je vous ai mis un exemple de chatbot dans le cadre de Facebook Messenger. Donc là, j'ai repris le chatbot météo qui fait l'objet de l'un des chapitres du livre BotKit aux éditions ENI, où on voit que la conversation, c'est le pilote c'est le driver du programme qui va diffuser des données météorologiques qui sont demandées en langage naturel par l'utilisateur. Donc, on voit dans l'écran de gauche quel temps fait-il à Lyon. Donc, l'utilisateur, il va demander à l'écrit une information et le chatbot va être capable de détecter quel type d'intention est présente dans la phrase de l'utilisateur et de trouver la réponse la plus appropriée par rapport au contexte de l'utilisateur. On a aussi le principe d'interface graphique, donc avec des images, mais aussi avec des boutons d'action. Donc, par exemple, toujours dans le cadre de l'exemple de gauche, on voit un bouton ajouter aux favoris, donc qui permet d'épargner du temps de saisie à l'utilisateur et de pouvoir actionner des boutons ou, comme sur la droite, des listes, pouvoir sélectionner des choix dans des listes et ainsi faciliter l'expérience conversationnelle et d'aller rapidement vers la bonne information ou la bonne fonctionnalité dans le chatbot. Donc, contrairement à ce qui était fait tout au début des premiers chatbots, aujourd'hui, l'état de l'art, c'est un mélange, un mix entre du langage naturel et du composant d'interface graphique avec des boutons, des listes, des carousels, des cartes qui sont affichées dans la fenêtre de conversation. Vous pourrez retrouver dans le livre des exemples de conversations pour Facebook Messenger, pour Slack, pour des sites web, par exemple des sites web de e-commerce, ou encore dans Skype, qui est aussi un grand canal historiquement très fort sur la voix et la vidéo et qui propose du chat avec des robots conversationnels. Alors dans tout ça, donc une fois qu'on a planté le décor sur le principe de chatbot et d'interface conversationnelle, comment développer, mettre en œuvre sa propre expérience conversationnelle en JavaScript. L'un des piliers fondateurs s'appelle BotKit. C'est un framework qui permet de gérer la tuyauterie pour mettre en place
un bot avec les mécanismes de gestion de dialogue, d'animation, de conversation entre l'utilisateur et la machine. Et BotKit va gérer, en plus de cette structuration de l'animation des conversations, va gérer tout ce qui est connexion aux messageries grand public qui ont des mécanismes d'ouverture via des API. Donc on va parler de Slack plus en détail après. On a parlé aussi de Facebook Messenger dans lequel on a vu le chatbot météo précédemment. On a vu Skype. Ça peut être du web, mais ça peut aussi être des chatbots par SMS. Ça peut être dans Google Hangouts. Donc pour aller dans l'écosystème du géant de la recherche. Ça peut être aussi sur les environnements Cisco, etc., etc. Donc BotKit a cet avantage de pouvoir rapidement accélérer l'accès à ces plateformes qui sont ouvertes et de pouvoir développer des chatbots pour le grand public, des chatbots pour les entreprises. Par exemple, une entreprise qui serait sur Microsoft Teams ou Skype entreprise, elles peuvent avoir accès à ce type de mécanique proposée par BotKit pour articuler une conversation dans le domaine du collaborateur de l'entreprise, par exemple. Il y a différents frameworks qui existent. BotKit n'est pas le seul, notamment dans le domaine JavaScript. Sur GitHub, c'est l'un des plus suivis avec à peu près 9000 étoiles sur la plateforme GitHub. Il a des concurrents, notamment le Bot Framework qui est édité par Microsoft. Mais on voit que tout n'est pas perdu pour BotKit puisque Microsoft a annoncé le rachat de la société qui édite BotKit fin de l'année dernière, donc avec un rapprochement donc avec le géant, ce qui permettra à la fois de maintenir côté Microsoft une position assez nette et franche sur la volonté de couvrir le domaine des chatbots avec de la programmation JavaScript, avec BotKit et son Bot Framework. Les deux solutions sont interopérables et on peut, via BotKit, accéder à des ressources de la technologie Microsoft. Voilà, on voit que les choses se profilent bien pour BotKit et le fondateur d'Audi et de BotKit, qui après avoir lancé l'aventure BotKit en 2015 sur Slack et après avoir déployé progressivement les différentes messageries dans BotKit, ils sont en train de réécrire une nouvelle version majeure du framework pour aller vers des nouvelles fonctionnalités plus avancées de Node.js autour de l'asynchrone notamment, et ainsi de pouvoir moderniser radicalement le framework pour continuer à être sur une technologie très utile et performante pour créer ces chatbots en JavaScript et avec Node.js. Derrière, comment fonctionne BotKit? Eh bien, c'est assez simple finalement. Il y a le principe d'événement, c'est-à-dire qu'une conversation, ça va être un ensemble d'événements qui sont liés à l'activité de l'utilisateur dans son canal de messagerie. Donc, typiquement, ça peut être un utilisateur qui saisit un message, qui entre et qui écrit un message, ou alors c'est un utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Et BotKit va être capable de relier cet événement vers une fonction de rappel, une fonction callback JavaScript, un peu spécifique, puisqu'elle va dans cette fonction callback, on va répondre avec le chatbot. Donc ça peut être une réponse simple de type tac au tac, un message utilisateur, on répond avec un message de la machine, ou alors d'organiser, de structurer une conversation avec un dialogue, avec des questions-réponses, pour aller jusqu'à l'atteinte de l'objectif de la fonction. Donc, par exemple, si c'est un chatbot météo, si l'utilisateur demande la météo et qu'on n'a pas détecté de lieu ou de jour associé à la demande de prévision météorologique, on va être capable d'animer une conversation pour demander dans quelle ville l'utilisateur souhaite obtenir la météo
et éventuellement une date, si c'est pour aujourd'hui ou pour demain ou pour après-demain ou pour le jour prochain, pour avoir les prévisions. Donc finalement, BotKit, c'est un ensemble de couples entre un événement et une fonction de traitement pour animer la conversation. C'est un catalogue qui va permettre de déclencher une réponse du chatbot à partir d'un message de l'utilisateur ou d'une action de l'utilisateur dans son interface conversationnelle. En termes de programmation, on peut rapidement, comme on peut le voir sur le slide, écrire un chatbot très simple. Donc, historiquement, quand Twitter supportait des messages de moins de 140 caractères, il était tout à fait possible de faire un mini chatbot, alors pas très utile, mais qui fonctionnait pour dire bonjour si l'utilisateur tapait hello dans sa console ou son invite de commande ou dans Slack par exemple. Donc là, on voit sur l'écran que la dépendance s'appelle BotKit. On peut l'intégrer avec le classique require. On peut créer un chatbot, une instance de chatbot. Donc là, dans l'exemple, c'est un chatbot très basique dans l'invite de commande, donc en mode plutôt développement. On initie le chatbot pour qu'il puisse écouter les réponses, donc avec la commande spawn, écouter les réponses de l'utilisateur. Et en dessous, on met ce qu'on a vu précédemment, la règle qui va faire le lien entre un événement. Donc en l'occurrence ici, c'est un message reçu avec l'un des deux mots-clés précisés en paramètre. Et ensuite, on a la fonction callback qui permet de répondre à l'utilisateur. Donc là, ce chatbot, il est très simple, très basique. En gros, si on lui dit hello ou world, le chatbot va répondre hello world. Si on dit autre chose, le chatbot va ignorer car BotKit n'aura pas de règle qui va faire le lien entre une phrase qui ne contient pas hello ou world vers une fonction de traitement de la conversation. Là, on voit en maximum 10 lignes utiles, on a déjà un embryon de chatbot qui est capable de prendre en charge quelques mots-clés et d'apporter des réponses. Partons maintenant sur un cas d'application un peu plus dense que le Hello World, qui est un peu basique et un peu simpliste. Et maintenant, partons sur un exemple qui va toucher beaucoup de personnes. Qu'on va se projeter dans les étoiles, et quelque chose qui concerne tout le monde, c'est l'horoscope. Tout le monde a un signe astrologique. Alors, il y a des polémiques sur le nombre de signes. Est-ce qu'il y en a 12? Est-ce qu'il y en a un 13e? Bon, ça, à la limite, peu importe. On va laisser les Madame Soleil se discuter ce détail d'astrologie. Et on va proposer la construction pour la fin de ce webinaire d'un chatbot Slack qui va être capable de dire bonjour, de répondre, on va dire, aux premiers signes de politesse et de déduire le signe astrologique d'une personne à partir de sa date de naissance. Donc là, on voit l'interface du chatbot très basique. Donc là, ici, j'ai fait le test il y a quelques temps dans le canal Slack de mon entreprise Wikit. Où on avait pu voir, bon, c'est pas très puissant puisqu'il répond simplement salut lorsqu'on lui dit bonjour. Et l'objectif, c'est depuis ce type d'interface dans Slack, en adressant directement le chatbot en message privé, on est capable de pouvoir interagir avec du texte et de détecter les signaux de l'utilisateur et puis de pouvoir prendre en charge la réponse automatiquement. En termes de compétences, donc un chatbot, souvent on parle de compétences, une notion de skill qui est souvent évoquée dans le domaine des chatbots et des assistants vocaux. Donc on en a prévu, j'en ai prévu 3. Le premier, c'est de dire bonjour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième, c'est de déterminer le signe astrologique de l'utilisateur. Et enfin, troisième type de compétence qui est beaucoup plus générique, c'est le cas de la non-compréhension. Donc c'est le traitement par défaut qu'on peut ajouter dans BotKit
dans le cas où on n'a pas compris d'intention précise ou pas reconnu de mots-clés précis supportés par la logique conversationnelle. Et là, il s'agit de traiter au mieux le fait qu'on n'a pas saisi pleinement la phrase de l'utilisateur, donc d'accompagner l'utilisateur à mieux formuler ses prochaines phrases, ou alors d'aller sur des scénarios de débordement vers par exemple la création d'une sollicitation vers une personne du support ou des choses comme ça. L'architecture globale du chatbot est en 4 couches. La première, c'est sur la partie Slack, où là, on est vraiment sur l'interface qui est en lien avec l'utilisateur. Là, c'est un point positif des chatbots qui sont dans des outils grand public de messagerie. C'est qu'il n'y a pas d'effort de développement d'IHM, d'interface graphique en tant que telle, puisqu'on s'appuie sur l'écosystème de la plateforme. Ensuite, Slack propose un ensemble d'API qui sont encapsulés par BotKit pour pouvoir connecter notre serveur Node.js qui implémente la logique conversationnelle du chatbot. Et après, on verra en fin de webinaire comment intégrer un moteur d'intelligence artificielle. Donc, en l'occurrence, ce sera celui d'IBM Watson pour la démonstration, et de pouvoir intégrer les capacités de ce type de moteur pour doper les capacités de compréhension du langage naturel du chatbot. Donc, on est sur quatre grandes briques, mais au final, les développeurs, on va essentiellement intervenir sur la partie Node.js, sur la partie JavaScript, pour prévoir les différents types de scénarios et implémenter les 3 compétences qu'on a vues précédemment pour notre chatbot astrologique. Le démarrage, c'est basique. On crée un nouveau projet avec NPM pour avoir un projet Node.js propre, et on installe BotKit avec le classique npm install pour pouvoir se lancer sur l'écriture du chatbot. Donc ici, nous voyons le résumé de la première façon de développer le chatbot Astro. Donc on a bien entendu le require pour aller intégrer BotKit dans le code du programme. On crée cette fois-ci, contrairement au console bot qu'on a vu tout à l'heure, on crée un Slack bot et on lui précise un certain nombre d'informations à l'instanciation et ensuite à la mise en écoute des conversations avec 2 variables d'environnement qui sont intégrées depuis l'interface d'administration des applications de Slack. Donc ça, on verra juste après. Un chatbot Slack a besoin d'être lancé. Alors ici, en l'occurrence, c'est sur l'API de messagerie en temps réel, Real-Time Messaging, RTM. Donc ça, cette petite fonction, j'ai masqué le détail qui est pas très important, mais ça permet de mettre en écoute le chatbot sur cette interface type WebSocket. Et après, on définit 2 compétences. Pour l'instant, j'ai mis l'accent sur la compétence de salutation. Donc, on capte 2 mots-clés, bonjour, salut. Sur le type d'événement, donc 2 types d'événements, c'est soit les messages directs qui sont indiqués, qui sont transmis par l'utilisateur dans Slack directement au chatbot, donc en message privé, ou alors sinon dans n'importe quel canal dans lequel on retrouve le chatbot et l'utilisateur, et bien l'utilisateur il peut interpeller le chatbot et lui parler, lui dire bonjour. Donc typiquement, ça serait un @astro bonjour, et là le chatbot pourrait comprendre qu'il s'agit d'un événement de type direct mention et de capter le bon mot-clé pour exécuter la fonction de renvoi qui suit. Et après, donc ici, on a le traitement par défaut, donc en cas de non-compréhension. Donc ça, c'est la toute dernière compétence dans le code, c'est important de la positionner en dernier. On va intégrer, donc là c'est comme une expression régulière, donc étoile, n'importe quel caractère, point, n'importe quel caractère étoile entre 0 et n fois,
on va être capable de dire, en gros, si l'utilisateur a dit n'importe quoi, eh ben, on va aller sur cette fonction-là. Je vais vous montrer maintenant dans Slack comment récupérer les différentes informations. Alors, je vais essayer de récupérer mon curseur avant, ce sera mieux. Donc, dans Slack, je suis sur l'interface api.slack.com/apps, pardon. Et on voit ici que j'ai pu créer avant une application qui s'appelle Astro et je retrouve les différentes informations de l'application. Et quand j'ai créé cette application, j'ai aussi créé un utilisateur chatbot qui s'appelle Astro, que je vais pouvoir retrouver dans mon interface conversationnelle ici, dans Slack, au niveau des applications. Donc là, on voit que Astro, pour l'instant, est absent. C'est tout simple, c'est parce que je ne l'ai pas lancé. Alors, si je lance le premier exemple, donc voilà, le chatbot s'est connecté à Slack depuis l'API RTM et on peut voir que le petit Astro, il est positionné. Et si on regarde le code source du premier chatbot que je viens de lancer, on est sur ce qu'on a vu, des compétences très basiques. Alors, j'ai un appel en absence. Donc, si on dit salut, on va capter ce salut et le chatbot va répondre par salut. Et si je dis n'importe quoi, donc là, on ne va pas être reconnu et on va arriver ici sur le message par défaut. Je vous ai positionné ici dans ce slide. Vous retrouverez la vidéo sur la chaîne Eni et avec ce type d'informations. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, c'est la procédure en quelques étapes pour créer l'application au niveau de Slack qui est associée au chatbot, créer l'utilisateur associé et ensuite de pouvoir récupérer les bonnes informations à positionner en variable d'environnement pour que le chatbot puisse bien se positionner dans l'application. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails et on va décortiquer petit à petit les différentes compétences de notre chatbot à Astro. Donc là, on a vu le Earth, comme je vous ai expliqué, il y a les principes de mots-clés qu'on retrouve au début quand on positionne la compétence, le type d'événement. Donc là, ça aussi, on l'a déjà vu. Et là, une instruction un peu nouvelle, mais qui est très simple. En gros, on va faire une réponse courte. Donc, il n'y a pas de notion de conversation. Là, c'est du tac au tac. Si on a un bonjour ou un salut, on répond avec cette chaîne de caractères qui est affichée dans l'utilisateur, vers l'utilisateur. On voit que c'est très basique, ce qui permet de faire des compétences simplistes de type question-réponse. Sur la non-compréhension, bah là, j'ai mis un disclaimer, j'y reviendrai après. On utilise la même fonctionnalité, de bot reply, et là, on positionne un petit message par défaut, comme quoi le chatbot dit qu'il n'a pas compris. Donc là, mon disclaimer, il vous prévient que ce que j'ai fait ici, c'est pour une démo simple, une démo basique. Je parle d'acte criminel parce que si on fait ça, dès que l'utilisateur va taper une phrase qui n'est pas intégrée dans le chatbot, on aura systématiquement la même réponse. Inlassablement, le chatbot va indiquer qu'il n'a pas compris avec les mêmes mots. Donc, ce qui provoquerait une utilisation pas très intéressante et très rébarbative par l'utilisateur qui systématiquement, dès qu'il sort des clous du type de conversation supporté par le chatbot, il sortirait un mot-clé un peu différent et il aurait systématiquement cette phrase-là. Donc en général, un bon traitement par défaut sur la non-compréhension, on va aller beaucoup plus loin, on va essayer de détecter des signaux avec
avec des entités qui sont présentes dans la phrase de l'utilisateur. On va essayer de faire une recherche dans une base de connaissances pour essayer d'apporter des éléments de base de données non structurées. Par exemple, on peut faire une recherche Google. Voilà, on va essayer de trouver des moyens en général pour éviter de dire qu'on n'a pas compris avec un message fixe. Et éventuellement, si on n'a vraiment pas compris, si on n'a pas de contenu à proposer à l'utilisateur, on va essayer de dynamiser avec plusieurs messages qui seront affichés avec une fonction de random fonction aléatoire pour essayer de rendre la non-compréhension un peu plus agréable et moins systématique avec le même message. Ensuite, on va dans la compétence de détermination du signe astrologique à partir de la date de naissance de l'utilisateur. Donc là, on voit qu'il y a une notion qui est supplémentaire, qui est la notion de conversation, avec l'objet convo qui est géré par BotKit, avec le démarrage d'une conversation avec la fonction start conversation sur l'objet bot. Donc ici, on gère une conversation très simple avec une première question où on demande la date de naissance de l'utilisateur. On va, à partir de la réponse, donc là, dans cette fonction de renvoi, extraire la date de naissance de l'utilisateur et ensuite déterminer le signe astrologique par rapport à ça. Et après, ensuite, on va ajouter des messages pour animer dans la conversation. La conversation, c'est un ensemble au niveau de BotKit, c'est une pile de messages, donc c'est un ensemble un tableau de messages qui sont rattachés à des fils de conversation ou des threads. Et ensuite, BotKit va gérer le fait de basculer de thread en thread jusqu'à la fin de la pile, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on n'ait plus de messages dans la pile de conversation qui a été créée avec les add questions, les add messages et ainsi de suite. Il y a d'autres possibilités pour animer cette conversation que des add messages et des add questions. Tout ça, c'est décrit dans le chapitre d'introduction à BotKit de mon livre. Là, j'ai fait quelque chose de simple pour aller à l'essentiel. Donc là, en gros, si on résume le fonctionnement de cette compétence signe astrologique, c'est dès qu'un utilisateur va taper le mot-clé signe, soit en message privé, soit en mention directe dans un canal Slack, le chatbot va lancer cette fonctionnalité, cette fonction de renvoi qui crée une conversation avec dans le thread par défaut une question qui porte sur la date de naissance. Et ensuite, on a deux autres messages qui sont sur deux autres threads. Une dans le cadre de la problématique de saisie et l'autre dans l'affichage du signe astrologique qui a été déduit dans la fonction de traitement ici. Donc là, on fait un petit focus sur la fonction de traitement de la réponse à la question « Quelle est ta date de naissance ?» où on a une petite fonction de service que j'ai développée à côté qui est pas très intelligente, en gros, qui fait une expression régulière pour aller chercher dans le texte de la réponse de l'utilisateur s'il trouve une vraie date, et ensuite, s'il y a une vraie date, de pouvoir positionner le signe astrologique associé. Et si c'est le cas, on positionne au niveau de la conversation une variable avec le signe astrologique, et ensuite, on redirige vers le thread, vers les messages du thread thread-sign qui permet d'afficher le signe astrologique de la personne. Si on n'a rien compris, si on n'a pas extrait de date, si on n'a pas été capable de déduire un signe astrologique, alors là on se positionne sur le message d'erreur via le thread associé pour traiter le message d'erreur. Donc là, si je retourne dans ma ligne de commande, donc là je vais lancer le chatbot 02. Ici, on voit l'affichage
Alors, je vais essayer de retrouver ma souris via PowerPoint. Donc ici, on voit les threads qui sont déployés, le code source de la fonction service, donc qui est très simple. Donc là, on voit qu'on passe par une expression régulière très basique, et que ensuite on va déterminer le signe de zodiaque à partir du résultat de l'expression régulière pour pouvoir répondre à l'utilisateur. Tout simplement. Et là, on voit la fonction de détermination du signe astrologique. Bon, c'est pas très puissant. C'est du if, on n'est pas sur des choses compliquées. C'est à la portée de n'importe quel développeur avec une logique de if et de else. Maintenant, on va voir quelque chose d'un peu plus intéressant. Jusqu'à présent, on travaillait sur des mots-clés. Les mots-clés, c'est pratique pour faire des petites démonstrations, mais on s'aperçoit dès les premiers usages avec des utilisateurs finaux que le chatbot, avec des mots-clés, va avoir des problématiques de compréhension. D'où le principe d'intelligence artificielle et le besoin de reproduire des fonctions cognitives telles que la compréhension du langage. Et là, on peut intégrer via BotKit des moteurs du marché d'intelligence artificielle tels que IBM Watson Assistant, Microsoft LUIS, Dialogflow de Google, ou encore le moteur de Recast, une startup française qui s'est rachetée il y a quelques temps par SAP, qui maintenant s'appelle SAP Conversational AI. Ces 4 technologies sont couvertes dans le livre de développement de chatbot avec BotKit. On a pour chacune de ces moteurs d'intelligence artificielle un exemple concret d'utilisation et les instructions pour développer un cas d'application précis dans un canal, que ce soit Messenger, Slack, un site web de e-commerce ou encore Skype. Le principe du moteur d'intelligence artificielle, on parle aussi, pour être plus précis, de traitement du langage et même de compréhension du langage naturel, Natural Language Understanding. Le principe, c'est de pouvoir intégrer à partir de données non structurées qui sont difficilement compréhensibles par un programme tel qu'un chatbot, d'intégrer des données actionnables, c'est-à-dire des informations sur l'intention et sur des paramètres de la phrase qui sont intéressantes pour développer des compétences sur le chatbot. Donc, par exemple, si un utilisateur demande la météo à Rome le 25 mars, derrière cette phrase, le moteur d'intelligence artificielle bien entraîné sur le domaine de la météo va être capable de mettre une étiquette comme quoi l'intention rattachée à la phrase, l'intention de l'utilisateur, c'est de consulter la météo, et de détecter en paramètres, en entité, la ville Rome, donc un lieu, et une date qui est le 25 mars. Et là, en l'occurrence, on a aussi une notion de gestion de l'ambiguïté. 25 mars, est-ce qu'il s'agit du 25 mars 2019, 2018, 2020? Donc là aussi, on peut intégrer des mécanismes de désambiguïsation pour pouvoir traiter ces informations qui sont maintenant structurées. Donc ces données sont actionnables par du code via le chatbot écrit en Node.js BotKit. Pour intégrer ce type de moteur, donc on peut intégrer un principe de middleware dans BotKit, ce qui permet de câbler les API du moteur de compréhension du langage dans le chatbot. Donc là, pour la suite de la démonstration, on a installé BotKit Middleware Watson, qui est le composant de connexion entre BotKit et Watson Assistant d'IBM. Donc là, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que donc on va déclarer ce middleware et on va le positionner sur
tous les messages en réception. C'est-à-dire que dès que le chatbot va entendre un message de la part de l'utilisateur, un message écrit, BotKit va transférer l'information à la fonction receive du middleware qui va appeler l'API de Watson, donc là via ces différentes informations d'identification et de connexion, et qui va ensuite être capable de préparer des métadonnées qui sont ajoutées au message. Ensuite, dans le reste du code, finalement, dans la déclaration du mapping entre les événements et la fonction de renvoi, on va utiliser une fonction du middleware qui va permettre de faire le lien entre un code d'intention. Donc là, il ne s'agit plus d'un mot-clé qui est détecté dans la phrase d'utilisateur, il s'agit d'un code qui est défini dans le moteur de Watson pour faire le lien entre des intentions utilisateurs, donc une sémantique précise par rapport à une thématique, et un mot-clé. Là, en l'occurrence, c'est Hello. Dans l'autre cas, on voit sur la notion de signe astrologique, donc toujours sur les messages directs et l'intention zodiac-sign que Watson va détecter pour mapper sur la fonction de traitement suivante. Donc là, je vais aller voir sur la partie Watson dans l'interface d'administration comment on gère ces deux signaux. Donc on retrouve ici les deux intentions et pour chaque intention on a des exemples de phrases. Après, l'objectif pour un bon moteur de compréhension du langage, c'est d'avoir un maximum de tournures de phrases différentes pour donner une richesse en termes d'occurrence de formulation de phrases, d'expression d'utilisateur, pour que le moteur puisse, d'un point de vue statistique, d'un point de vue machine learning, détecter le type d'intention de l'utilisateur. Donc là, typiquement, si je tape bonjour dans l'interface de test de Watson, on voit que le bonjour est rattaché à Hello. Si je mets bonjour Watson, là aussi, donc on voit que cette phrase n'existe pas telle qu'elle dans le moteur, mais pourtant il est capable de déduire que c'est quand même du Hello. Et si on demande quel est mon signe astro, donc là ici il va détecter qu'on est bien sur le signe, sur l'intention que l'utilisateur il veut son signe astrologique. Donc si je vais ensuite dans le code source, au niveau du moteur de BotKit, donc là on voit la configuration du moteur Watson. On a positionné le middleware, comme on a vu tout à l'heure, au niveau du mapping entre les codes d'intention, le type d'événement et la réponse de l'utilisateur. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est quand on a exploité les réponses de Watson, si je retourne dans ma fonction de service sur la date, eh bien, Watson nous a extrait des métadonnées dans l'objet Watson Data avec les entités. Notamment, on peut avoir une entité de type date prononcée par l'utilisateur. Ce qui permet de assez facilement pouvoir détecter que l'utilisateur il a tapé une date donnée. Donc, imaginons si je saisis quel est le signe astro pour le 1er avril 2000. Donc là, on va voir l'entité date qui est extraite par Watson, donc là, qui peut être ensuite utilisée par le chatbot pour récupérer le signe astrologique et l'afficher à l'utilisateur. Je vous ai montré
quelques basiques pour développer un chatbot avec BotKit, comment l'intégrer dans Slack, mais tout ça c'est applicable pour les autres canaux. BotKit est portable, c'est-à-dire que tout ce qui est développé en termes de principes de logique conversationnelle pour Slack, ça peut être réutilisé pour d'autres canaux. Et notre bot Astro, finalement, il n'est pas très intelligent, c'est-à-dire qu'il est capable de dire bonjour, de traiter la non-compréhension et de pouvoir déterminer le signe astrologique d'un utilisateur, mais pour aller beaucoup plus loin. Et là, le premier axe qu'on pourrait faire pour faire évoluer ce chatbot, c'est d'ajouter beaucoup plus de compétences. Donc, ça peut être, par exemple, d'envoyer tous les soirs le signe astrologique du lendemain, de pouvoir proposer le signe astro à la demande sur une période donnée, etc., etc. On a traité du langage naturel dans Slack, mais on pourrait aussi avoir la puissance des composants graphiques de Slack avec des boutons d'action, des dialogues, des commandes Slack de type /astro, de faire des notifications push ou des choses comme ça. Et puis après, avec BotKit, c'est finalement, ce qu'on développe sur Slack, c'est de proposer, donc avec le chatbot Astro, de proposer dans Messenger, dans Skype, dans Teams, dans Google Hangouts, etc., etc. Donc finalement, on a beaucoup de possibilités d'ouverture grâce au développement avec BotKit et tout l'écosystème Node.js sous-jacent. Pour la conclusion de ce webinaire, je voulais vous partager 3 clés pour réussir un chatbot. Donc, faire un chatbot simple, si on a des compétences en programmation, en JavaScript, ça va très vite et on peut très rapidement avoir des choses qui tombent bien, un chatbot qui répond à des sollicitations très basiques. Par contre, si on veut aller plus loin avec un chatbot qui a une densité en termes de compétences couvertes, de type de phrases couvertes, finalement, c'est moins évident. Donc, pour moi, il y a vraiment 3 clés qui sont indispensables pour y arriver. La première chose, c'est facile à dire, c'est de trouver les bons outils. Donc, BotKit, c'est un très bon outil si on a une équipe ou une personne qui est à même de développer et de faire évoluer le chatbot en fonction des retours utilisateurs et des nouveaux types de scénarios à développer d'un point de vue conversationnel. Il existe d'autres outils qui peuvent, via des interfaces graphiques, scripter des chatbots, par exemple sur Messenger, type Chatfuel qui est très connu. Il y a des limitations qui sont pas applicables avec un environnement plus de programmation. L'inverse est aussi valable. Deuxième clé, c'est de faire du l'UX design adapté à la conversation. Donc finalement, de gérer une conversation, ça peut paraître basique. On peut se dire, développer un chatbot, c'est simple parce que l'interface graphique, elle est déjà développée par le fournisseur du service de messagerie instantanée. Mais derrière, ça veut vraiment dire des patterns à respecter, des façons de faire à respecter pour accompagner l'utilisateur dans son expérience conversationnelle. Donc, ça peut être de la reformulation, ça peut être poser des questions pour s'assurer qu'on a réellement bien compris, ça peut être de travailler sur la personnalité du chatbot, ça peut être de travailler sur la détection d'émotions. Donc, toutes ces façons de concevoir l'expérience conversationnelle, c'est ce qu'on appelle la discipline du conversational UX design. Et c'est vraiment important de la travailler parce que sinon l'utilisateur, il va arrêter d'utiliser le chatbot parce que le chatbot, il comprend pas bien ou alors il a des réponses qui sont pas suffisamment variées ou suffisamment adaptées à son contexte. Et enfin, dans le cadre d'un chatbot avec un moteur d'intelligence artificielle, là, il s'agit d'entraîner le moteur de compréhension du langage. On a vu dans l'exemple avec Watson, on a mis quelques phrases, c'est très simple à faire pour une démonstration. Dans l'exploitation d'un chatbot, c'est un travail à part entière. Il y a même des métiers qui sont en train de se créer sur ce type de tâches. C'est d'entraîner le chatbot, c'est de voir au fil de l'eau quelles sont les phrases des utilisateurs qui sont mal comprises, mal interprétées par le moteur d'intelligence artificielle et pouvoir adapter progressivement cette base de phrases pour que le chatbot puisse être de plus en plus
pertinent et puisse mieux comprendre les phrases de l'utilisateur. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je suis maintenant disponible pour répondre à vos éventuelles questions et échanger sur le sujet. Et vous pouvez aussi retrouver sur le site d'Eni, sur le lien ci-dessous, des extraits du livre. Donc, on pourrait taper le mot-clé EPBot pour tomber directement sur les extraits du livre sur BotKit, ce qui vous permettra de voir les grandes thématiques à travers les chapitres sur le développement d'un chatbot avec BotKit, JavaScript et Node.js. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci Christophe pour cette présentation très détaillée. Alors, je pense que Catel va reprendre la main pour me lire quelques questions. Est-ce que tu m'entends, Christophe? Allô, allô, je t'entends pas, Catel. Tac. Le son est activé. Est-ce qu'on m'entend? Ah. Christophe, est-ce qu'on m'entend? Alors, contrôle du son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il me... Allô? Oui. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend là? Non. Je n'entends rien. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Contrôle du son. Est-ce qu'on m'entend? Ah, le son est OK pour l'organisateur. OK. Donc, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, je suis passé directement sur le micro de mon ordinateur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Catel, je t'entends, je crois. Ah, OK, c'est bon. Les personnes, les participants nous entendent aussi. Par contre, pour l'instant, j'ai pas de questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est l'occasion de les poser à Christophe. C'était peut-être très clair. Les explications sont très claires. OK, merci. Alors, pour présenter un peu plus le détail du livre sur BotKit, donc l'objectif c'est de donner les clés aux développeurs JavaScript qui ont déjà des compétences en la matière. Alors, il existe d'autres livres, j'imagine, dans les éditions Eni pour monter en compétence sur JavaScript. Une fois que vous connaissez JavaScript, avec une douzaine de chapitres, vous êtes capable de comprendre comment fonctionne BotKit, donc d'aller un peu plus dans les détails sur la mécanique de ce framework. Et puis après, avec 4 exemples, 4 chatbots réels, c'est de développer pour Messenger, pour Slack, pour site web et pour Skype, un chatbot de bout en bout. Et avec un dernier chapitre, c'est comment le déployer dans le cloud avec des serveurs chez des opérateurs comme IBM Cloud ou Microsoft Azure et ainsi de suite. Bon, a priori, on n'a pas de... Ah si, pardon, on a une petite question, ça y est. Où conseilles-tu d'héberger le serveur Node.js avec le bot? Alors, en termes de conseils, c'est de l'héberger. Pour moi, le seul vrai conseil sur l'hébergement, c'est d'aller d'héberger ça sur une infrastructure de cloud. Donc, ça peut être des infrastructures comme Cloud Foundry. Donc là, on peut citer Pivotal, IBM Cloud, qui ont ce type de technologie, donc, ce qui permet en une ligne de commande de déployer un nouveau chatbot, donc avec quelques saisies sur un clavier, c'est magique. Ça part dans le cloud. AWS est un acteur incontournable aussi pour héberger des choses
dans le cloud, donc notamment un serveur Node.js. Microsoft Azure est aussi une bonne technologie. Bref, en gros, il s'agit d'avoir un opérateur de cloud ouvert à un serveur Node.js. Et ça, en général, c'est valable chez tous les providers grand public, enfin, providers de cloud professionnels tels qu'on les connaît. Merci. J'ai une personne aussi qui nous demande si l'enregistrement sera disponible, donc on mettra, on va le diffuser sur notre chaîne YouTube dès qu'ils viennent. D'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine, vous pourrez y accéder et puis le lien vous sera envoyé par email, donc vous pourrez revoir la vidéo dans son ensemble. Est-ce que vous avez encore quelques questions avant de clore ce webinaire? N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, bonjour. Le livre traite-t-il de la phase de conception fonctionnelle du bot CUX? Alors non, le chatbot est surtout traité dans sa dynamique de programmation. La partie vraiment CUX design, je pense que ce serait vraiment l'objet d'un livre à part entière pour vraiment se focaliser sur comment travailler avec des utilisateurs, donc faire des phases de prototypage, de tests grandeur nature et pouvoir tester les différents design patterns, c'est une expression qu'on a de façon classique sur d'autres domaines, notamment la programmation, mais aussi sur la façon de concevoir des interfaces utilisateurs. Et ça, pour moi, ce serait vraiment l'objet d'un livre de 500 pages comme celui-là sur BotKit pour traiter la thématique à part entière. C'est bien, on a un nouveau sujet de livre, parce que on est passé par cette étape. Donc, très chouette. Il y a encore temps de poser vos dernières questions s'il vous en reste. Sinon, n'hésitez pas, vous pouvez toujours les adresser directement à Christophe ou bien nous les envoyer sur l'email webinaire avec un S à la fin, @eni.fr. Dans ce cas, si vous n'avez reste-t-il, j'avais pas vu, existe-t-il des livres sur le CUX autres? Peut-être que vous avez déjà des connaissances. Alors oui, il existe un livre en anglais, je ne me souviens plus du titre, mais vous pouvez me contacter directement, je vous enverrai le lien. C'est un livre sur le design conversationnel qui n'est qu'en anglais pour l'instant. Alors qui n'est pas aux éditions Eni, désolé Catel, mais c'est peut-être l'occasion d'ouvrir sur d'autres domaines. Très bien, merci Christophe. Merci à tous du coup pour votre attention durant ce webinaire. Donc vous recevrez la semaine prochaine le replay du webinaire disponible en ligne. Et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci, au revoir, à bientôt.